Madame, Messieurs, bonjour. C'est le temps de la rétrospective hebdomadaire de l'information consacrée ce dimanche pour l'essentiel à l'an 36 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. On en parle avec notre invité de chaud comme de froid. Mais avant, voici le round-up de l'actualité. On est loin d'une atmosphère sereine au Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Le mandat du bureau exécutif, qui arrive à son terme le 31 mars prochain, est sous le feu des critiques. Ce qui se passe, c'est que le bureau qui avait été élu en 2018 était incomplet, c'est-à-dire 7 membres au lieu de 10 comme nos textes le demandent. Il s'agissait de compléter ce texte entre-temps, ce qui n'a pas été fait. Reproché également de n'avoir tenu d'assemblée générale durant son mandat, les membres se sont réunis en session extraordinaire le 15 mars dernier. Parmi les résolutions prises, la dissolution du bureau exécutif. La présidente du CNJC, dans un communiqué datant du 15 mars dernier, nie la tenue de cette assemblée générale extraordinaire. Une telle assise est régie par l'article 19 alinéa 9 du règlement intérieur du CNJC et implique au préalable obligatoirement la saisine de la présidente. Saisir la présidente, c'est une correspondance, mais informer la présidente, c'est pas tout moyen laissant trace, et nous l'avons fait. De plus, la qualité du délégué du centre, initiateur de la tenue de cette assise, est remise en cause. Il est bel et bien membre de l'Assemblée générale, délégué du centre, mais il n'a pas qualité de convoquer une Assemblée générale, il n'a pas les capacités et il n'est ni membre du bureau exécutif pour faire ce qu'il est en train de faire. Le bureau exécutif a organisé le 19 mars une réunion de concertation avec les 10 présidents régionaux. Ils ont émis un ensemble de doléances pour l'avenir. Et le ministre a pris acte. Une demande de prorogation du mandat du bureau pour mieux préparer les élections est l'une des résolutions présentées à la tutelle le 19 mars dernier. André-Marie Dibamou, élu président de l'Assemblée générale, convoque l'article 39 des nouveaux textes du CNJC dans un communiqué rendu public ce 22 mars. En cas de nécessité ou de force majeure, le mandat des membres du bureau exécutif, des commissaires aux comptes, ainsi que des délégués nationaux, peut être prorogé de 6 mois, renouvelable, par acte du président de l'Assemblée générale, après avis de la tutelle. Affaire à suivre. L'esplanade du marché des Toudis, transformée en cours d'évangile ce mercredi matin, le temps d'une descente du sous-préfet des Yaoundé Ier. L'autorité administrative est ici pour une campagne de proximité sur le port du masque. Ceux qui ne se plient pas à la règle sont expulsés du marché comme cette dame. Ah maman, où est le masque? S'il n'y a pas le masque, tu ressors d'abord. Là, un conducteur de moto-taxi stoppé net pour non-port du cache-nez. C'est quand tu auras acheté, apporter le masque, on va te remettre la moto. Les personnes n'ayant pas de masque sont taxées de s'en procurer un sur le champ. Dans les gares routières aussi, le chef de terre sensibilise les usagers sur le danger que présente la maladie Covid-19. Vous savez pourquoi vous devez porter le masque? C'est pour sauver vos vies. Parce que le Covid tue. Même les enfants attrapent Covid. Le Covid a changé. Vous pouvez être physiquement bien alors que vous avez déjà Covid. Et dès que vous arrivez à l'hôpital, quand vous avez mal, vous mourrez parce que vous avez perdu le temps. Est-ce que c'est compris? Que le Seigneur vous accompagne. Un très bon voyage. Merci. Cette opération s'inscrit en droite ligne des directives du ministre de l'administration territoriale qui a instruit récemment ses collaborateurs à reprendre la campagne de sensibilisation face à la résurgence des cas de contamination. Cette activité que nous menons aujourd'hui a débuté hier par une concertation à la mairie à laquelle nous avons convié tous les acteurs, chefs traditionnels, ministres de culte, imams, pasteurs, prêtres, responsables des agences de voyage et, comme vous venez de le voir, responsables des marchés. Nous effectuons donc des descentes concrètes pour passer le message des pouvoirs publics aux populations. Il est question pour les transporteurs, puisque nous sommes dans leur secteur, de désinfecter systématiquement leur car, d'exiger le port des masques aux passagers et aux chauffeurs. La campagne se poursuit dans les 33 agglomérations que compte l'arrondissement des Yaoundé Ier. Parti de 240 millions de francs CFA l'année dernière à 120 millions cette année, l'enveloppe allouée à l'aide à la presse privée en baisse de près de 50% au Cameroun. Une conséquence de la crise sanitaire de Covid-19. Cette situation de crise est à l'origine des difficultés financières
auxquels sont confrontés les pouvoirs publics et qui ont rendu difficile la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de cette activité à laquelle nous attachons du prix. Cependant, la demande est croissante. 105 dossiers, dont 94 pour la presse écrite et 11 pour la presse en ligne, en examen ce 24 mars à Yaoundé. Il est également question pour les membres de cette commission, réunis autour de son président René Emmanuel Sadi, d'extirper des rangs de la presse les brebis galeuses. À cet égard, les acteurs de la presse sont interpellés dans le grand chantier de l'assainissement de cette noble profession. Que certains s'attellent malheureusement attirés obstinément vers le bas, avec des pratiques qui ne vendent ni le métier, ni ses acteurs. Ces travaux de la deuxième session de la Commission nationale d'examen d'appui institutionnel de l'État à la presse à capitaux privés donneront de sélectionner les entreprises de presse éligibles à cette aide, selon un arrêté du ministre de la Communication du 13 avril 2020, régissant les modalités d'accès à cette aide, la transparence, la traçabilité dans la mise à disposition et le suivi de son utilisation doivent être renforcés. La nouvelle largement relayée sur les réseaux sociaux est confirmée par le comité de soutien de Gervais Mendoza. Tout est ainsi réuni selon David Eboutou, l'une des figures majeures du groupe de pression, pour que l'ex-ministre délégué à la communication, 77 ans, recouvre la liberté. Sur son compte Facebook, l'activiste se montre enthousiaste pour la suite. Hier soir, aux environs de 19h, des membres de la famille du professeur Gervais Mendoza ont été informés de la haute décision qui venait d'être prise par le président de la République de gracier ce dernier. L'acte de formalisation du décret engagé, certainement pour être officialisé dans les heures qui suivent. Nous confirmons que l'acte a déjà bel et bien été pris. Seule l'officialisation reste attendue. L'écho de ces informations résonne favorablement sur la toile, où il existe comme une forme de chorus autour de l'appel à la libération, par humanité, de l'agrégé de linguistique et de stylistique française. Au vu de son état de santé déclinant, le miracle de sa remise en liberté pourrait donc se faire. Miracle vu le caractère sévère que Paul Biya a donné à l'opération Main Propre, baptisée épervier par la presse. Jusqu'ici, seuls Mouchipou Seydou, Paul Désiré Ngo, Titus Edzoua et Michel Thierry Atangana avaient trouvé grâce aux yeux du président de la République. Un petit nombre, sur la centaine de pontes du régime, retenus dans les liens de la détention pour certains depuis 15 ans. Sur la forme juridique de cette clémence présidentielle, que l'entourage du chef du village Otoakam par Samelima s'est désormais acquise, il faut rechercher autour de la grâce présidentielle ou de la remise de peine. Le deuxième cas pourrait alors profiter à d'autres prisonniers. En tout état de cause, ce sont les seules marges de manœuvre dont dispose le premier magistrat de la République. Le procès Gervais Mendoza, accusé et jugé coupable de détournement de deniers publics du temps où il dirigeait la CRTV, étant achevé et toutes les voies de recours épuisées. Pour la nouvelle rencontre de l'ex-patron de la radio et de la télévision publique avec l'ère de la liberté, après 7 ans de réclusion, il ne restait ainsi que la haute main du chef de l'État, conformément à la Constitution pour les bons offices, ou tout au moins les bonnes œuvres que ressasse harmonieusement l'un des cantiques du compositeur distingué. Cette bonne nouvelle pourrait redonner grand espoir au point de vue sanitaire à Gervais Mendoza, que ses soutiens disent un tantinet soulagé malgré un état végétatif. Le mérite d'une bonne nouvelle porté sur son lit de malade mardi à l'hôpital central de Yaoundé. Et c'est réussi. Ça roule désormais sur l'Ars Douala, Bonepoupa-Yabassi, dans la région du littoral. Le stress vécu là est passé après une journée pleine de travaux. À l'origine, l'affaissement d'une déviation. Justement, l'affaissement d'une déviation, ce qui avait été pressenti, et malheureusement, les gros porteurs ont continué d'emprunter cette déviation, même pendant la pluie. L'Ars Bamenda Babadjou aussi coupé mobilise l'attention du gouvernement depuis plus de 24 heures. Bonne nouvelle. La circulation a été rétablie
tôt ce matin, aux alentours de 10h25. Les travaux se poursuivent. Cette fois, je pense qu'ils ne seront plus interrompus. La saison des pluies, néanmoins, impose de nouvelles règles sur ces routes en chantier. Quand les pluies tombent, il est tout à fait indiqué. Nous le demandons et je voudrais le répéter, que les véhicules marquent un arrêt le temps de pluie et ne reprennent la circulation que 2 heures de temps après. 2 heures de patience, compris à payer, pour éviter de nouvelles catastrophes. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de la rétrospective hebdomadaire de l'information. 24 mars 1985, 24 mars 2021, 36 ans exactement que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sert le Cameroun de sa flamme. Une flamme pour ses militants qui éclairent la nation et ses politiques de développement. Une flamme pour les autres plus durs qui embrassent les rêves et les ressources du pays. À tort ou à raison, on en parle avec notre invité. C'est l'un des classiques du renouveau, une des voix les plus porteuses et prolifiques au sens de la propagande et du service politique du parti. Une quarantaine d'années de militantisme, secrétaire général adjoint du RDPC depuis 29 ans, Grégoire Ona incarne le bras dynamique et opérationnel du parti RDPC. Grégoire Ona, bonjour. Bonjour, monsieur Ngefak. Et merci de m'avoir invité. Alors, nous parlons des 36 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Votre parti a exactement 36 ans. Sa date d'anniversaire était le 24 mars dernier. Où et comment avez-vous commémoré cette date? J'ai commémoré cette date dans les bureaux normalement. Ça a été une journée de travail et une journée de petites réunions en tout petit comité. Puisque les instructions de monsieur le secrétaire général, le vice-premier ministre Jean Kouété étaient claires. Il n'y avait pas de grand rassemblement, il n'y avait pas de meeting, mais plutôt une réflexion à nous associer, à nous mobiliser fortement pour que les instructions, les orientations du président de la République, qui par ailleurs est président national du parti, soient observées face à la pandémie du Covid. J'imagine que cette date du 24 mars porte une forte symbolique pour vous. C'est une très forte symbolique, c'est la date anniversaire du RDPC né à Bamenda, et forcément c'est un peu frustrant de la passer comme si ce n'était pas une date anniversaire, mais compte tenu des intérêts que nous avons à le faire, du contexte sanitaire, on le fait avec beaucoup plus d'engagement et de joie. À la naissance du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sous les cendres de l'UNC, et sur l'impulsion du jeune président de la République d'alors, Paul Biya, où étiez-vous, monsieur le ministre? Que faisiez-vous? Écoutez, par hasard, j'étais à Bamenda. Je n'étais pas encore militant du RDPC ou de l'UNC, mais je me trouvais à Bamenda, dans les couloirs, je devrais dire, de ce congrès. Je travaillais pour le parti, dans le cadre d'une prestation de service qu'un ami m'avait demandé de faire au parti. C'était en fait M. Babalé, sous l'impulsion d'Étienne Nchama, de regretter mémoire, qui m'avait demandé de venir donner un coup de main dans la logistique. Et j'étais donc dans les couloirs de ce qui se tramait. Est-ce que vous pouvez nous dire l'élément qui a motivé votre adhésion au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et quand exactement vous l'avez fait? C'était sans contexte, sans risque de me tromper, je veux dire. C'était vraiment le discours du président Paul Biya à ce congrès. Et
quand je suis rentré de Bamenda, ça a été le déclic. J'ai commencé à chercher où se trouvait le comité de base, le président du comité de base de mon quartier à Niala. À Douala. C'était ça le déclic, parce que c'était un discours qui annonçait, et ce qui m'avait le plus plu, c'était les perspectives de démocratie, de liberté, quand je sais que lorsque le président Biya prend le pouvoir en 1982, en 82, nous étions dans une époque où on ne pouvait pas parler. Je peux même aller plus loin, où il était pratiquement mal venu d'avoir des pensées autres que celles de ceux qui devaient penser pour les autres. Puisque il faut vous rappeler qu'à l'époque, le département de philosophie à l'université avait été fermé. Alors si les philosophes, on ne peut plus en fabriquer, ça voulait bien dire que la pensée est morte. La pensée est morte. Donc on sortait de cette époque, et le discours du président Biya donnait des ouvertures et donnait des espoirs qui, heureusement, aujourd'hui, sont une réalité. Alors, 3 mots pour la devise qui guide le parti comme boussole: unité, progrès et démocratie. Pensez ainsi à la création Grégoire Ona. Est-ce que cette boussole tient encore aujourd'hui, selon vous? Ben, écoutez, je crois que les faits sont là pour parler pour nous. Lesquels faits? La façon dont le RDPC a cheminé et les valeurs que le RDPC a essayé de développer. Les défis de départ d'ailleurs, qui étaient quoi? Les défis de départ, c'était la démocratie, c'était le travail, c'était le genre, c'était la lutte contre la corruption, c'était, et on a cheminé pendant 36 ans pour véritablement réaliser tout cela. Vous savez, un parti politique ne va pas faire les ponts, ni les routes, mais le parti politique va élaborer des politiques qui vont faire que ceux qui tiennent le pouvoir, s'inspirant de ces politiques élaborées au sein des partis politiques qui doivent être des véritables laboratoires de la réflexion, que ces politiques appliquées vont donc créer le développement. Et c'est de cela qu'il s'est agi pendant 36 ans. Peut-être décryptons un tout petit peu. Si on parle d'unité, oui, on peut comprendre avec les militants qui viennent de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. C'est une réalité. Oui. Mais vous savez que cette unité a été très souvent menacée. Mais le président Biya, notre président national, a réussi, lui qui en est le garant, a réussi à la préserver. Alors maintenant, si on quitte de l'unité pour le progrès, je voudrais comprendre, monsieur le ministre, lequel votre parti peut revendiquer aujourd'hui? D'abord, vous savez qu'il n'y a aucun progrès si l'unité, si la paix ne sont pas préservées. Et ça, on a réussi à le préserver. Et à partir de ce que nous avons réussi à préserver, je peux valablement prétendre que le président Biya a vraiment préservé l'unité. Il a préservé la paix malgré les soubresauts que nous vivons depuis 3-4 ans dans le nord-ouest, le sud-ouest ou l'extrême nord. La paix a été globalement bien préservée. Et c'est fort de cette paix qu'on peut connaître les avancées que nous avons connues. Nous avons pu défendre le genre. Voyez-vous, les femmes aujourd'hui, la place qu'elles occupent dans les institutions. Nous avons pu défendre la jeunesse. Voyez-vous les places que les jeunes occupent dans les institutions, le soin qui est pris
pour leur éducation. Vous pensez que la place des jeunes aujourd'hui est satisfaisante dans la gouvernance en mode camerounais? En mode camerounais, je dis, la place des jeunes est sauve et elle est satisfaisante. Monsieur le ministre, je prends quelques figures. Président de la République, 87 ans. Président du Sénat, quelques années de moins. Président de l'Assemblée nationale, 81 ans. Président du Conseil constitutionnel. Vous voyez que... Alors, ce n'est pas moi qui pose des questions ici. J'ai envie de vous dire, maintenant que vous avez pris les plus vieux, citez-moi aussi quelques jeunes. Lesquels? Je suppose que vous connaissez quand même quelques jeunes. Je suppose. Je pense que... Dans quelle sphère, monsieur le ministre? Je suis allé à la plus haute sphère. Je vais commencer par votre sphère, de la presse. Vous ne pouvez pas me citer des vieux aussi là-dedans? Citez-moi les vieux dans la presse. Je voudrais qu'on parle mais bien sûr, mais je vous dis... mais vous m'avez parlé des vieux qui sont dans des institutions. Je vous parle d'une institution qui est la presse. Des vieux, il y en a, mais... C'est dommage que je vais vous citer un jeune qui est mort il y a 3 ou 4 jours. Le plus jeune député de l'Assemblée, vous savez quel âge il avait? Il avait 33 ans. Bon, c'est pas un jeune député. Et vous savez, à une certaine époque, quel âge il fallait avoir pour être à l'Assemblée? Non, je crois qu'on ne va pas s'embarquer dans cette... Les jeunes sont... Est-ce qu'on doit se complaire d'un sur 180 ou de quelques-uns sur 180, monsieur le ministre? On ne se complaît pas. On ne met pas les gens parce qu'ils sont jeunes. On les met parce qu'ils sont jeunes, oui, mais parce qu'ils remplissent certaines conditions. Et aujourd'hui, dans les institutions, nous avons des jeunes directeurs. Moi, je peux vous dire que plusieurs directeurs dans mon ministère sont jeunes. Je peux vous dire qu'au RDPC, nous avons des jeunes dans les organes de base. Je peux vous dire que dans plusieurs sociétés d'État qui sont des véritables institutions, vous avez plusieurs jeunes qui sont des directeurs, parfois moins âgés, ayant moins de 35 ans. Donc, la place des jeunes est préservée et on demande aux jeunes qu'à être encore plus travailleurs et plus compétitifs parce que la nature retrouve ses droits. Ils sont appelés à remplacer les autres. Et la vieillesse n'est pas un défaut. Vous me citez quelques responsables qui ont plus de 80 ans. D'accord, mais ce n'est pas un reproche d'être vieux, au contraire. Pour nous les croyants, nous pensons que c'est une grâce de pouvoir être vieux et d'être encore utile à son pays. Mais l'autre chose, monsieur le ministre, ce n'est pas tant l'âge, c'est aussi la longévité au poste. Mais la longévité, c'est une grâce. C'est parce qu'ils sont utiles et ils ne se sont pas imposés par eux-mêmes. Ils ont été imposés par le suffrage universel. C'est parce qu'ils ont été choisis qu'ils sont là. Je voudrais justement qu'on parle de la démocratie, qui est le 3e élément de cette devise de votre parti, parce qu'on a parlé de l'unité, du progrès, et maintenant la démocratie. Est-ce que vous y croyez au RDPC? Mais je vais compléter que quand même, sous le progrès, il y a eu des avancées énormes dans l'enseignement. Je ne sais pas, vous voyez, à l'époque où le président Biya prend fonction, vous n'avez pas plus de 2 lycées à Yaoundé. Je parie que vous ne savez pas qu'il y a plus d'une trentaine de lycées aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a une dizaine d'universités d'État et plus d'une centaine d'instituts universitaires privés. On a ouvert le secteur privé à la formation. On a déployé, on a aidé à ce que les énergies se redéploient. C'est ça aussi l'intérêt de la liberté. Et surtout de l'économie libérale. Aujourd'hui,
vous avez plus d'une centaine d'institutions universitaires d'études supérieures. C'est quelque chose d'important. Pour ne parler qu'un d'un secteur des jeunes qui semble vous préoccuper. Je ne vais pas vous dire pareil dans la médecine. Donc le progrès, il est là. Mais n'oubliez pas que le progrès se fait en fonction du travail des uns et des autres et en fonction de la situation économique de chaque pays. Et je crois que quand on voit les richesses qui sont les nôtres, quand on voit le travail que les Camerounais ont fourni, on peut s'enorgueillir de ce que nous avons franchi. Voilà. Parlons maintenant du programme, Monsieur le ministre. Quelle est la place de la démocratie, Monsieur le ministre? Quelle est la place de la démocratie dans votre parti? C'était un des défis à relever, parce qu'on sortait d'une période de musellement. Il fallait d'abord libérer les Camerounais pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent chacun dire ce qu'il veut, ce qu'il peut, et ça a été fait. Aujourd'hui, la démocratie est une réalité avec les libertés et le respect des libertés au Cameroun. Et au sein du RDPC, vous voyez vous-même que nos élections, ça a commencé au RDPC. La prochaine question, c'est est-ce que le baromètre de cette démocratie explore aussi l'intérieur? Le président Biya a commencé les élections pluralistes au sein même du RDPC. C'est dommage de parler de soi, mais j'ai quand même envie de vous dire que j'ai été un des acteurs des élections pluralistes. Je suis devenu conseiller municipal à Douala en franchissant déjà cette étape. C'était les premières élections pluralistes au sein du RDPC. Il y avait plusieurs listes au sein du RDPC. Et ça a été cela depuis ce temps-là. Donc la démocratie au sein du RDPC, c'est une réalité. Mais ça ne doit pas devenir le désordre. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi, n'importe comment et dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe où. Lorsqu'on adhère à un parti politique, on sait qu'on est libre de choisir. Et encore plus aujourd'hui, où vous avez des centaines de partis politiques. Donc lorsque quelqu'un choisit d'adhérer au RDPC, il a le choix entre plusieurs partis. Et dès lors qu'il a adhéré au RDPC, on lui rappelle qu'il y a un règlement. Il doit vivre au sein du RDPC conformément à ce règlement qui lui donne la liberté, mais qui lui donne aussi des obligations. Il doit, entre autres choses, militer librement, mais être aussi à jour de ses cotisations. Monsieur le ministre, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, que répondez-vous à ceux qui pensent que la démocratie dont vous brandissez au sein de votre parti est une démocratie de façade, prenant comme élément justificatif le même président depuis la création, depuis 36 ans, le même président national? Mais écoutez, vous savez bien qu'il y a eu d'autres RDPCistes qui se sont présentés contre lui. On l'a choisi. Et on connaît le sort qui leur a été réservé. Aucun mauvais sort. Lorsque, pour ne citer que le dernier exemple en date, lorsque le camarade Zengele s'est présenté contre lui au dernier congrès, il a été battu, mais ça n'a pas empêché le président national élu de le nommer au sein du comité central. Et il a continué le cheminement. Donc, il n'y a pas un risque à se présenter contre le président dès lors qu'il a... La démocratie aussi, c'est d'accepter le verdict des urnes. C'est d'abord même, j'allais dire, d'accepter le verdict des urnes et de s'y soumettre. Monsieur le ministre, à quand le prochain congrès du RDPC? Alors, les partis politiques ne sont pas gérés comme des associations, j'allais dire, de la société civile. Les partis politiques ont une gestion
très spécifique qui tient compte de l'environnement, qui tient compte de leur statut, qui tient compte de leur règlement intérieur, mais qui tient compte de ce pourquoi ils sont créés, c'est-à-dire gérer l'opinion publique, gérer la cité, gérer les hommes. Alors, j'ai envie de vous dire, pour reprendre une formule, le congrès du RDPC est certain, mais vous saurez bientôt, peut-être lointain. Ce que vous oubliez, c'est que lors du dernier bureau politique, parce que vous allez dire il y a plus de 5 ans, c'est ça votre question? Oui, vous allez ma me prochaine dire, question, parce que vos statuts disposent justement en son article 18 que le congrès du parti se tient tous les 5 ans. C'est vrai qu'il y a des possibilités qui sont données de proroger ou d'abroger. Voilà. Mais monsieur le ministre, ça fait 10 ans. Vous connaissez ça. Ça fait quand même mais 10 vous ans savez que le aussi dernier que congrès... vous savez aussi qu'un bureau politique s'est réuni et il a donné un certain nombre de pouvoirs au président national qui lui donne la latitude d'une certaine gestion on ne fait pas un congrès pour faire un congrès, non. Ce n'est pas ça. Et c'est ça la spécificité des partis politiques. Donc vous aurez certainement le congrès du RDPC, le moment venu, le moment opportun. Vous avez parlé de la tenue d'une réunion du bureau politique qui s'est tenue. Monsieur le ministre, secrétaire général adjoint du comité central, cette réunion s'est tenue au Palais de l'Unité. Oui, cette réunion s'est tenue au Palais de l'Unité. Est-ce que ça ne renforce pas l'idée selon laquelle vous n'arrivez pas dans votre parti à dissocier le parti de l'État? Dissocier le parti de l'État, d'abord, les deux choses fonctionnent bien dissociées. Ce n'est pas parce que on a tenu une réunion dans un local du Palais de l'Unité qui est la propriété du peuple camerounais qu'on associe le parti et l'État. Pas du tout. C'est une réunion qui s'est tenue et qui a pris ces décisions qui n'ont rien à voir avec l'État. Alors, certaines sources ont annoncé la tenue du congrès justement au premier semestre de cette année 2021. Votre président national aurait donné des instructions relatives à sa préparation. Est-ce que c'est fondé, monsieur le ministre, même si le contexte de la pandémie Covid-19 n'est pas favorable? J'ai même lu que le congrès allait se tenir le 24 mars qui est passé. Donc, vous savez, le RDPC est un parti au travail. Nous sommes un parti leader et nous faisons tout. C'est-à-dire que nous travaillons pour rester le parti leader. Alors, ça veut dire quoi? Le président nous demande de rester au travail. Et je vais vous dire que nous sommes un peu comme on nous apprenait quand on était petit au scoutisme. On nous demande d'être toujours prêt. Vous comprenez? Donc nous on est prêts. Si les instances présidentielles du parti décident que le congrès c'est demain matin, nous nous mettons au travail tout de suite et on est prêt demain matin. Donc les instructions données pour le premier trimestre, moi je vous dis, les instructions que j'ai, c'est d'être en permanence au travail et de travailler pour qu'on soit toujours prêt. Si un congrès se tient dans les prochains jours, que devriez-vous attendre de ce congrès personnellement? C'est-à-dire que vous voulez me faire de la politique fiction? Non, non. Vous y allez avec des attentes. Lorsqu'un congrès se déclenche, ce n'est pas parce que c'est un congrès qu'on a des attentes. On va à un congrès pour régler un certain nombre de problèmes dont on a un ordre du jour qu'on doit préparer. Donc, lorsque l'ordre du jour sera arrêté, je pourrais dire les attentes que j'ai de cet ordre du jour. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Dites-nous, Grégoire Ona, combien de militants compte le Rassemblement démocratique du peuple camerounais aujourd'hui? Alors, j'ai envie de vous demander de vous référer tout simplement à la dernière élection présidentielle qui est la plus grande.
Nous comptons en quelques millions et dans quelques mois, on vous dira peut-être combien nous sommes, mais c'est une information qui est d'ailleurs tout à fait stratégique que nous n'avons aucun intérêt à vous donner. Mais les élections font que vous pouvez vous-même évaluer. Nous sommes quelques millions sur le territoire. Et je dois vous rappeler tout simplement que nous sommes un des rares partis que vous allez trouver dans tous les villages du Cameroun. Je pose la question parce que le nombre de militants, généralement dans un parti normal, se mesure par le nombre de cartes vendues. Il semble que vous ne vendez pas beaucoup dans votre parti. Je vous dis justement que c'est faux ce que vous êtes en train de dire, mais nous vendons beaucoup nos cartes et surtout en ce moment. Vous comptez des militants qui n'ont pas de carte? Surtout en ce moment, on ne compte pas les militants. Ceux qui n'ont pas de carte sont nos sympathisants, s'ils votent pour nous. Mais ceux qui ont des cartes, en ce moment, ils se recrutent par centaines de milliers parce que nous sommes en train de faire le sommier. Et comme nous avons exigé que sur les listes des cellules, qu'il figure le numéro de la carte d'adhésion et qu'on sache si les cotisations sont à jour. Les cartes de cotisation en particulier, les militants sont en particulier en train de se mettre à jour de leurs cotisations. Alors, justement, je voudrais qu'on parle un peu des fonds du parti, parce que vous avez dit que vous êtes toujours prêt. Même si on demande à organiser un congrès demain, le parti sera prêt, j'imagine. Les fonds, d'où vous viennent les fonds qui financent le parti? Les fonds qui financent le parti nous viennent premièrement des adhésions, deuxièmement des cotisations. Et nous avons créé des cotisations spéciales. Il est clair que un militant qui est cultivateur en Ngomjab chez moi n'a pas autant de moyens que moi qui suis ministre. Je paye une cotisation liée à mon rang. Donc, et en plus de cela, vous avez des cotisations spéciales de certains donateurs. Je disais il y a une semaine dans une interview, tout le bien que un militant comme Feu Photo Victor, paix à son âme, ça c'est des gens qui donnaient des sommes très importantes au parti. Donc, nous n'avons pas, en tant que parti politique, je vais me permettre de vous affirmer que nous n'avons pas un problème financier. Compte tenu du nombre de militants importants que nous avons des ressources. Donc ce n'est pas l'organisation d'un congrès, puisque vous insistez là-dessus, qui va nous poser un problème. Alors combien ça coûterait l'organisation d'un congrès, Grégoire Ona? Mais ça coûte l'organisation d'un congrès. Combien? Non, ça ne se dit pas sur les antennes. Et par contre, puisque nous bénéficions des fonds publics, c'est des informations qui peuvent être rendues éventuellement publiques par le gouvernement, si nous avons des contrôles. Alors, vous avez dit que c'est l'ordre du jour qui donnera du sens à vos attentes. Absolument. Au cours du prochain congrès. Est-ce qu'on peut avoir une idée que le congrès donnera une lisibilité sur ce qu'on appelle généralement le dauphin présidentiel? Non, il n'y a pas de dauphinat au RDPC. Je souhaite qu'il n'y en ait même pas au Cameroun. Nous avons des institutions. Laissons fonctionner, laissons tourner ces institutions. Ces institutions sont simples et claires. Si le président national du RDPC démissionne, on va élire un nouveau président. Il peut démissionner. Il peut lui arriver n'importe quoi, paix à mon président, et je touche du bois. Tout est prévu par les textes, que ce soit au niveau du parti, que ce soit au niveau du Cameroun. Parce que vous semblez dire, le dauphinat, on n'est pas un royaume. On n'est pas un royaume, on est une démocratie, on est une république. Grégoire Ona, je voudrais que vous entendez aussi. Vous avez dit, si le président démissionne ou quelque chose lui arrive, ça veut dire qu'il n'y a que ces deux possibilités-là pour changer quelque chose à la tête du parti. Ou s'il est battu à une élection, il y a une troisième possibilité.
il peut être battu à une élection. Et s'il est battu à une élection, celui qui la gagne prend la place. Est-ce que vous, personnellement... Et ça, c'est bien encadré par les textes des partis politiques, mais aussi par les textes de la République. Tout cela est bien encadré. Est-ce que vous êtes pour du sang neuf à la tête du parti? Moi, pour le moment, je travaille très bien dans le cadre de la politique définie par le président Paul Biya, notre président national, que ce soit au niveau du parti ou que ce soit au niveau de la République. La nécessité du sang neuf, je ne la ressens pas. Et je n'ai pas honte de le dire, puisque vous voulez décrier la longévité au pouvoir ou la vieillesse. Mais le problème n'est pas la longévité. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait du pouvoir qu'on a pendant cette longévité. Et je pense que le président Paul Biya a montré qu'il avait la capacité, qu'il a la capacité encore aujourd'hui de bien gérer le pouvoir que lui a donné le peuple camerounais. Est-ce qu'il est possible pour un cadre de votre parti d'avoir des ambitions de président national? Mais il y a eu des cadres qui ont eu des ambitions, qui l'ont exprimé. Et vous avez voulu sous-entendre tout à l'heure qu'il leur est arrivé. Il ne leur est jamais rien arrivé. Jamais. Il y a eu des cadres. Il y en a qui ont exprimé ouvertement. Il y en a même qu'on a accusés qui ne se sont pas prononcés. Je suis dans la presse aujourd'hui, il y a des camps qui se forment, on m'a même accusé d'être contre un camp parce que je voudrais être absolument avec le président Biya. Il y a les franquistes, il y a des ci, il y a des ça. Écoutez, on est dans une démocratie dont les gens sont libres d'exprimer leur point de vue. Les gens ont besoin de se préparer à se présenter à une élection. Les gens ont le droit de s'opposer, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'on propose des choses qui puissent nous permettre de comprendre que ce que nous avons est moins bon. Mais jusqu'à présent, ce que les autres proposent ne vaut pas la peine d'abandonner ce que nous avons. Diriger un parti politique ou votre parti politique après Biya, est-ce que ça vous tente, Grégoire Ona? Je n'y ai pas pensé. Je crois d'ailleurs que je ne sais pas pourquoi je dois être omnibulé par l'après-Biya. Peut-être que vous, ça vous préoccupe beaucoup, mais pour le moment, les institutions... Les prospectives et les perspectives existent dans toutes les organisations. Attendez, les institutions ont réglé toutes ces choses-là. C'est-à-dire que si vous allez dans les textes du RDPC, vous verrez comment les rouages sont faits de telle sorte que si quelqu'un n'est pas là, il peut être remplacé. Si vous allez dans les textes de la République, vous verrez que si le président de la République n'est plus là, voilà ce qui doit se passer. Voici ce qui doit se passer. Donc tout ça est réglé. Je n'ai plus besoin, si je me considère comme un être normal, et je pense que je suis normal, je n'ai pas spécialement besoin d'en être préoccupé. Vous parliez des tests tout à l'heure. Parlons de l'organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vos statuts disent que pour être membre, il faut avoir au plus 35 ans. Or, son président national, Auguste Essomba, que vous connaissez bien, monsieur le ministre, est bien du mauvais côté de cette borne. Non, il n'est pas du mauvais côté. Il a été élu quand il ne les avait pas. Mais il n'est plus jeune. Et il assure l'intérim jusqu'au moment où il va passer le flambeau, tout simplement. C'est un problème réglé très simplement et très clairement par nos textes. Est-ce qu'il est encore jeune? Il n'est pas classé dans les jeunes. De votre parti, il est classé dans les jeunes. Et là, par contre, on peut dire que son remplacement va être consommé au prochain Conseil national. Parlons à présent, Grégoire Ona, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et du renouveau national. Prenons les différentes vies de ce renouveau-là jusqu'ici. Votre président national avait dit vouloir bâtir sur le socle de la rigueur et de la moralisation. Après ce chemin parcouru, diriez-vous que cet objectif a été atteint?
Alors, c'était un défi important. Et c'était un défi d'autant plus important que on peut dire que le président Biya avait déjà une bonne connaissance des rouages. Mais vous savez, la moralisation, comme vous avez parlé de la moralisation comme la rigueur, ne sont pas des phénomènes finis. Mais je peux dire que le président Biya a tenu ce qu'il avait voulu faire. Parce que on a puni chaque fois qu'il y avait des preuves de manque de moralisation ou de manque de rigueur dans la gestion. Donc, c'est un processus qui n'est pas fini. Et je me permets d'affirmer haut et fort qu'il a tenu. Mais enrayer ces phénomènes, c'est un travail titanesque. Mais surtout que beaucoup de ceux qui sont tombés dans ce coup sont de votre parti politique. Depuis des millénaires, il est interdit de voler. Mais les gens volent toujours. Alors, vous dites qu'ils sont... C'est d'autant plus gratifiant pour le président Biya qu'il a laissé punir ceux même de son parti politique et parfois ceux que lui-même avait choisis pour les mettre à certains postes stratégiques. Ça ne fait que plus de mérite à ce qu'il a fait. Il y a eu 3 déclinaisons importantes au sens de cette politique du renouveau, les grandes ambitions de 2004, les grandes réalisations de 2008, les grandes opportunités de 2011. Faisons une sorte d'introspection niveau par niveau. Les grandes ambitions ont produit quoi selon vous, monsieur le ministre? Mais les grandes ambitions ont produit ce qui a été réalisé après ces ambitions. Vous avez bien vu les grands projets qui sont sortis de terre après les grandes ambitions. Remémorez-nous donc ces grandes réalisations. Écoute, ce n'est pas correct. Vous auriez dû me demander. Je vous aurais apporté toute la liste, mais vous avez regardez le port de Kribi. C'est quoi? C'est pas une grande réalisation? C'est une grande réalisation. Regardez toutes ces routes qui sont en train de naître là, des autoroutes qu'on n'avait pas au Cameroun, qui sont en train de se faire. C'est bien des grandes réalisations. Regardez ces grands barrages donnés encore au Cameroun 2-3 ans. Moi, je ne rêve pas, mais les problèmes comme ceux de l'électricité, comme les coupures tous les jours à certains endroits. C'est cette projection que vous venez de faire qui fonde les grandes opportunités. Mais je vous dis, c'est chacun qui saisit. Les opportunités viennent donc au niveau local et au niveau même des individus. Comment saisir les opportunités qui se présentent à nous? Et là, c'est chaque Camerounais qui doit montrer qu'il est en phase avec ce qui doit se faire pour son propre pays. Je voudrais, Grégoire Onah, qu'on parle de la discipline un tant soit peu dans votre parti avec ce conseil de discipline tenu après les échéances électorales de 2020 au cours desquelles beaucoup ont envoyé au diable les instructions du parti. Des sanctions sont tombées, mais est-ce que cette discipline n'est pas un peu comme une sorte d'épée de Damoclès? Est-ce que ce n'est pas un problème au sein de votre parti? Quel problème? Parce que partout, dans toutes les institutions, on dit discipline du parti, à l'Assemblée nationale, au Sénat, parfois, dans les cadres où... Mais je vais vous dire que c'est un contrat d'adhésion dans les partis politiques. C'est un contrat d'adhésion. Vous adhérez. Alors, si vous n'adhérez pas, mais allez créer votre propre parti, allez créer votre institution où les gens vont faire tout ce qu'ils veulent et n'importe quoi, où ils voudront faire une chose et son contraire. On adhère dans un parti et on accepte la ligne de conduite et la politique de ce parti. On accepte de se comporter suivant les règles. Si on ne veut pas se comporter suivant ces règles, ben on sort ou on est sanctionné. Soit on est sanctionné, on accepte de faire la sanction et on continue en s'adaptant à la politique que certains découvrent parfois, parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont de bonne foi, ils ne savaient pas qu'il ne fallait pas faire ci ou ça. Il y en a aussi qui savaient, mais qui l'ont fait
et qui ont été pris malheureusement. Donc, je vous dis, c'est un contrat d'adhésion. Votre carrière politique si riche, de votre expérience si forte au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quels sont les hommes et femmes qui vous ont marqué dans le parti hier et aujourd'hui? Écoutez, je ne vais pas jouer à ce jeu. J'aurais été très à l'aise si vous m'aviez cité des noms, je vous aurais dit ce que j'en pense. Mais moi, j'ai été marqué depuis le Charles Doumba. J'ai été marqué depuis le premier jour. Et c'est ceux qui... Oui, mais on va... Attendez donc. Mais moi, j'ai été marqué d'abord par la conduite, le discours politique du président Biya. J'ai été très marqué par la constance de cette politique, de son action, de son tempérament, de sa pédagogie à répéter, à revenir, à construire. Je peux dire sans me tromper qu'il m'a véritablement marqué par sa tempérance. Alors, Joseph Charles Doumba, qui a été mon patron, je dois dire que j'ai appris d'abord beaucoup de lui. Je sortais du secteur privé sans aucune connaissance de l'administration, que je ne connaissais que de l'extérieur. Et à son contact, j'ai été mis un peu en contact avec beaucoup de fonctionnaires qui étaient dans le parti. Et j'ai appris aussi beaucoup en politique grâce à lui, parce que c'était un père qui voulait voir les jeunes monter, qui voulait voir les jeunes apprendre des erreurs que les anciens avaient commises. Alors, et je ne pense que du bien de lui. Nos jours n'ont pas été toujours très beaux, mais on a pu travailler très bien ensemble. L'intérêt du parti. Et le parti RDPC, pensez-vous qu'il survivra après son président fondateur? Ah, bien sûr. Moi, je suis convaincu qu'il survivra, parce que c'est une question qui est récurrente. Et ce serait un échec pour le fondateur, comme pour ceux qui vont lui succéder, si le parti ne survivait pas. Et si je reprenais ma question en d'autres termes, quelles sont les figures du Rassemblement démocratique du peuple camerounais que vous voyez pour l'avenir, le RDPC de demain? Non, je vous disais que je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question parce que il ne m'appartient pas de susciter des candidatures. Il ne m'appartient pas de susciter des candidatures. Mais si j'avais 2, 3, 4 ou 5 candidats, je pourrais vous dire ce que je pense de chacun d'entre eux. Mais je ne connais personne qui m'ait dit qu'il est candidat à la succession. Et je voudrais vous dire que il n'y a pas d'héritage sans décès. Ça, c'est vrai. Je ne voudrais pas partir ou finir cette émission, Grégoire Ona, sans vous poser cette question. Parlez-nous un peu de vos relations avec Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, votre camarade de parti. Messanga Nyamding, c'est un camarade que j'ai connu très jeune. Je connaissais mieux ses parents, que ce soit M. Ntonnet ou sa maman. Et c'est un jeune qu'on a vu venir depuis Paris, qui est très actif dans le parti, mais je constate que c'est un jeune aussi qui dit souvent des choses qui ne sont pas toujours bonnes à dire. Et je ne peux pas cacher de le dire parce que j'ai eu l'occasion de le lui dire moi-même. Donc c'est un militant qui a ses qualités et qui a aussi ses défauts, et je m'attarde sur ce qui semble d'ailleurs vous intéresser parce qu'il a fait l'actualité récemment. Oui, justement parce que ces sorties médiatiques à prendre ont été très critiquées au sein du RDPC. Je ne suis pas sûr que ces sorties médiatiques aient été spécialement critiquées. Oui. Mais je pense tout simplement dire, puisque vous m'en donnez l'occasion, je pense tout simplement que si on envoie un fonctionnaire à Garoua ou à Ngaoundéré, ce n'est pas spécialement une punition parce que ce n'est pas l'enfer. C'est une partie du pays que moi j'aime beaucoup, qui est une bonne partie du pays. Non, le problème n'est pas là, Grégoire Ona. Le problème, c'est que les langues disent que le parti l'a envoyé
l'a éloigné des plateaux de télévision. Le parti d'ailleurs n'a aucune compétence dans ce qui s'est passé. Le parti n'a aucune compétence. C'est un fonctionnaire qui est affecté à un autre poste. Vous disiez tantôt que le parti c'est aussi l'État, que le parti non, est... je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. C'est difficile de dissocier le parti et l'État. Non, je n'ai pas dit que c'est difficile de dissocier. Et ils sont bien dissociés. Oui. Si je dis quelque chose qui vous faisait croire ça, les deux sont bien dissociés. L'État et le parti. Donc vous dites aujourd'hui que le parti n'a rien à voir avec son affectation. Le parti n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Je crois que les Camerounais qui sont en Gambie ou qui sont à Garoua ont aussi besoin du savoir que M. Messanga Yandim peut dispenser. Finissons par un souhait que vous voudrez bien faire pour votre parti. Ben écoutez, si moi j'avais un souhait à faire, c'est que nous sommes dans une opération assez importante que le président national a prescrite et le vice-premier ministre Nkwete a donné des directives très claires dans une circulaire et des directives écrites aux différentes délégations. Je souhaite que ce travail soit fait avec minutie parce que la cartographie qui sortira de ce travail va déterminer les actions et les stratégies à venir pour le RDPC qui veut rester leader et qui aujourd'hui a les moyens humains et les moyens matériels de rester le parti leader au Cameroun. Et cette cartographie va permettre vraiment de définir la meilleure stratégie et les meilleures approches pour l'avenir. Donc je souhaite que ce travail soit fait avec beaucoup de minutie et que nous tous, les RDPCistes, nous nous mobilisions comme l'a demandé le secrétaire général, pour combattre le coronavirus, parce que, avant tout, il faut que nous soyons vivants pour faire les batailles à venir. Si nous mourons, on ne pourra plus combattre. Merci Grégoire Ona, secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Merci d'avoir accepté cet entretien avec nous. Nous vous en sommes reconnaissants. Madame, Messieurs, la rétrospective hebdomadaire de l'information rentre en gare. Merci de nous avoir suivis. Faites de ce dimanche, jour du Seigneur vôtre, par la positive attitude et vous serez bénis. À dimanche.